Au restaurant, ma nièce m'a craché au visage devant tout le monde et a articulé silencieusement, « Nous ne voulons pas de gens comme toi ici », pendant que tout le monde se moquait de moi. Ma sœur a ajouté, « Elle a toujours été une source d'embarras, de toute façon. » Papa a dit, « Certains membres de la famille ne s'intègrent tout simplement pas », ma nièce a attrapé mon fils et l'a bousculé violemment. « Dégagez, vous deux », a ajouté mon oncle. Il y a des gens qui gâchent les bons dîners. J'ai haussé les épaules, pris la main de mon fils et je suis sortie sans dire un mot. Plus tard dans la nuit, papa m'a envoyé un message, « Le paiement demain, c'est bon ?» J'ai répondu, « Ce n'est plus mon problème. » Le lendemain a apporté un unique message qui a transformé leur rire en panique et en horreur totale. Le crachat a atteint ma joue pendant le dessert. J'étais en train de couper une part de tiramisu lorsque ma nièce, Lily, s'est penchée par-dessus la table chez Morette, ce restaurant italien huppé du centre-ville où ma famille se réunissait tous les mois. La gouttelette a atterri juste sous mon œil gauche, chaude et délibérée. Autour de nous, les verres à vin en cristal captaient la lueur des bougies. Des nappes blanches s'étendaient sur notre section réservée. Mon fils Carter, âgé de seulement 7 ans, était assis à côté de moi, ses nuggets de poulet à moitié mangés. La bouche de Lily a formé les mots lentement, s'assurant que je puisse lire chaque syllabe. Nous ne voulons pas de gens comme toi ici. 17 ans et perfectionnant déjà la cruauté familiale. Ses yeux affichaient la même satisfaction froide que j'avais vue sur le visage de ma sœur Victoria pendant des décennies. La table est restée silencieuse pendant exactement 3 secondes avant que les rires ne commencent. Le gloussement aigu de ma mère, Claudia, fut le premier, suivi du rire grave de mon père, Raymond, qui secouait ses épaules. Elle a toujours été une source d'embarras, de toute façon, a dit Victoria en s'essuyant la bouche avec une serviette en tissu. Son bracelet de tennis en diamant a capté la lumière alors qu'elle attrapait son verre de vin. Vous vous souvenez quand elle a porté cette robe de friperie à mon dîner de répétition de mariage ? Mon père a posé sa fourchette avec un cliquetis satisfait contre la porcelaine fine. Certains membres de la famille ne s'intègrent tout simplement pas. C'est la vie. Le restaurant bourdonnait des conversations des autres tables. On célébrait un anniversaire 2 sections plus loin, avec des serveurs qui chantaient. La normalité de tout cela rendait les choses encore pires, d'une certaine manière. J'ai attrapé mon verre d'eau, les doigts stables malgré le crachat qui refroidissait encore sur mon visage. Carter s'était figé à côté de moi, ses petites mains serrant sa fourchette si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Lily n'avait pas fini. Elle s'est levée, sa chaise raclant le parquet, et a contourné la table jusqu'à Carter. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, elle l'a attrapé par l'épaule et l'a bousculé assez fort pour qu'il trébuche de son siège. Son genou a heurté le pied de la chaise en tombant. Dégagez, vous deux. Mon oncle Preston, le frère cadet de ma mère, a levé son verre de scotch dans un salut moqueur. Il y a des gens qui gâchent les bons dîners. Peut-être que tu comprendras cette fois. Le serveur qui s'approchait de notre table s'est arrêté net, ne sachant pas s'il devait intervenir. Je pouvais le voir peser son pourboire contre le fait de s'impliquer dans un drame familial. Il a choisi la discrétion, pivotant vers une autre section. J'ai essuyé mon visage avec ma serviette, je l'ai plié soigneusement et l'ai posé à côté de mon dessert intact. Carter était déjà debout, les larmes aux yeux, mais sans tout à fait couler. À 7 ans, il avait appris à se retenir en présence de ma famille. Ce seul fait aurait dû tout me dire il y a des années. Allons-y, mon chéri, ai-je dit doucement. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas jeté ma serviette de façon dramatique. Je n'ai pas sorti une réplique cinglante qui aurait rendu cette histoire plus satisfaisante à raconter. Je me suis simplement levée, j'ai pris la main tremblante de mon fils et je suis passée devant des tables d'inconnus qui avaient tout vu. Leurs regards pleins de pitié étaient comme des gifles supplémentaires. Le voiturier a ramené ma Honda CR-V en quelques minutes. Carter est monté dans son rehausseur sans parler, son silence étant pire que des pleurs. J'ai donné un pourboire au voiturier, je me suis insérée dans la circulation du centre-ville et j'ai conduit jusqu'à la maison pendant que mon fils regardait les lampadaires défiler par la fenêtre. « Maman » a-t-il dit alors que nous tournions dans notre rue. « Oui, mon bébé. » Pourquoi Lily a fait ça ? Je me suis garée dans notre allée,
à côté des rosiers que j'avais plantés au printemps dernier. Notre maison n'était pas grand-chose, un modeste pavillon de plain-pied avec 3 chambres que j'avais eu du mal à me payer après le divorce, mais c'était la nôtre. Personne ne nous crachait dessus ici. Personne ne se moquait de l'existence de Carter. Certaines personnes oublient comment être gentilles, lui ai-je dit. C'est leur problème, pas le nôtre. Il a semblé accepter cette réponse comme le font les enfants quand ils savent que leurs parents simplifient quelque chose de compliqué. Nous sommes entrés et je lui ai fait couler un bain pendant qu'il se rongeait les ongles, une habitude nerveuse qu'il avait développée l'année dernière. La salle de bain s'est remplie de vapeurs parfumées à la lavande pendant que je préparais son pyjama dinosaure. Mon téléphone a vibré vers 23 heures. Papa, le paiement demain, c'est bon? J'ai regardé le message pendant un long moment. Demain, c'était le 1er du mois, ce qui signifiait que le virement automatique que j'avais mis en place il y a 3 ans serait traité à minuit. 5 000 $, réglés comme une horloge, déposés sur le compte courant de mon père. L'argent que j'envoyais depuis qu'il m'avait appelé en pleurant à propos de la perte de son entreprise de construction, des factures médicales, de la 2e hypothèque qui menaçait la saisie. 3 ans de 5 000 $ par mois s'élevaient à 180 000 $. Je tenais un tableur pour suivre chaque paiement avec les dates et les numéros de confirmation. Mon comptable l'avait questionné lors de ma déclaration de revenus de l'année dernière, haussant les sourcils devant les implications fiscales de ce don. Je soutiens ma famille, avais-je expliqué. C'est ce qu'on fait. Elle avait pincé les lèvres, mais n'avait rien dit. J'ai ouvert mon application bancaire, navigué jusqu'au virement programmé, trouvé le paiement récurrent, et mon doigt a survolé le bouton d'annulation. La lumière bleue de l'écran illuminait mon visage dans la chambre sombre. Moi, ce n'est plus mon problème. J'ai supprimé le virement. Puis j'ai ouvert ma messagerie et rédigé un email pour mon avocat, Lawrence Brighton, dont les honoraires étaient élevés, mais dont la discrétion était absolue. Je l'avais consulté une fois auparavant pendant le divorce, et il m'avait guidé à travers ces eaux troubles avec une compétence impressionnante. L'email a pris 45 minutes à écrire, exposant tout ce que je voulais qu'il gère. J'ai cliqué sur « Envoyer » à 23h47 et je me suis endormie avant de voir sa réponse automatique d'absence. Le matin est arrivé avec la lumière du soleil d'automne filtrant à travers les rideaux de la chambre. Carter était déjà réveillé, construisant quelque chose avec des Legos dans sa chambre. Le son des briques en plastique s'emboîtant me servait de réveil. J'ai fait du café, des œufs brouillés et j'ai vérifié mon téléphone. Lawrence avait répondu à 6h30. Brighton, j'ai examiné votre email. C'est un dossier conséquent mais gérable. Pouvez-vous venir à 14h aujourd'hui? Apportez toute la documentation mentionnée. J'ai confirmé le rendez-vous, déposé Carter à l'école avec un très long câlin, et j'ai passé la matinée à sortir des dossiers de mon bureau. Déclaration de revenus, relevé bancaire, documents de prêt. Les reconnaissances de dettes que mon père avait signées il y a 3 ans, promettant un remboursement avec 4% d'intérêt une fois son entreprise rétablie. Sa signature semblait tremblante sur ces documents. Désespéré. Je m'étais même senti coupable de lui demander de les signer, mais ma propre comptable avait insisté sur la documentation. Protégez-vous toujours, avait-elle dit. Même avec la famille. Surtout avec la famille. Le bureau de Lawrence occupait le 18e étage d'un gratte-ciel en verre du centre-ville. Sa réceptionniste m'a offert un café, que j'ai accepté, et m'a dirigé vers une salle de conférence avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la rivière. Lawrence est arrivé avec un bloc-notes jaune et des lunettes de lecture qui le faisaient paraître plus âgé que ses 49 ans. Expliquez-moi toute la situation, a-t-il dit. Commencez par le début. Je lui ai tout raconté. Les dîners mensuels qui étaient devenus de plus en plus hostiles au cours de la dernière année. Les comparaisons constantes de Victoria entre son mari orthodontiste prospère et mon statut de divorcée. Les commentaires acerbes de ma mère sur le départ du père de Carter, comme si j'avais échoué à un test fondamental de féminité. Les petites cruautés qui s'accumulaient comme la neige avant une avalanche. Lawrence prenait des notes d'une écriture soignée, posant des questions de temps en temps.
Ces reconnaissances de dette spécifient des modalités de remboursement dans les 5 ans suivant le rétablissement de son entreprise. Il a prétendu qu'elle s'était rétablie il y a 18 mois. A acheté un bateau. Vous avez la preuve de l'achat d'un bateau? Il a posté des photos sur Facebook. Il a identifié la marina. Laurence a souri finement. Parfois, les gens me facilitent vraiment la tâche. Nous avons passé 2 heures à examiner la documentation. Les reconnaissances de dette totalisaient $205 000, les $180 000 de paiement mensuel plus un prêt d'urgence de $25 000 lorsque l'associé de mon père avait détourné des fonds. Chaque dollar était documenté, signé et juridiquement contraignant. Les reconnaissances de dette sont exécutoires, a dit Laurence. Nous pouvons exiger un remboursement immédiat. Compte tenu de ses actifs, la maison, le bateau, son entreprise reconstruite, nous pourrions forcer la liquidation si nécessaire. Et ma mère? Elle a co-signé la reconnaissance de dette pour le prêt d'urgence il y a 3 ans. Elle est également responsable de ces $25 000. J'ai pensé au visage de ma mère la nuit dernière, gloussant alors que le crachat coulait sur ma joue. Procédez au recouvrement des 2 dettes. Une lettre de mise en demeure formelle d'abord. Cela détruira votre relation avec eux. C'est arrivé hier soir au dessert. Laurence a hoché lentement la tête. Il y a autre chose que vous devriez considérer. Vous avez mentionné que votre oncle Preston était présent. C'est lui qui a dit que certaines personnes gâchent les bons dîners. Preston Hartley possède Hartley Construction Supply. C'est lui. Laurence a feuilleté ses notes. L'entreprise de votre père achète des matériaux à Hartley Construction Supply selon ses factures que vous avez fournies. Depuis des années, d'après ces dossiers. Saviez-vous que vous êtes listé comme garante personnelle sur la ligne de crédit de l'entreprise de votre père? Mon estomac s'est noué. Quoi? Page 43 des documents que vous avez apportés. Vous avez signé en tant que garante il y a 3 ans, juste au moment où vous avez commencé les paiements mensuels. La ligne de crédit est actuellement au maximum de $75 000. J'ai attrapé le document. Ma signature se trouvait en bas, au-dessus d'un sceau de notaire dont je me souvenais vaguement d'une séance de signature hâtive à la table de la cuisine de mes parents. Mon père avait qualifié cela de formalité, quelque chose que la banque exigeait pour l'approbation. J'étais en pleine crise au travail et j'avais signé sans lire attentivement. C'est juridiquement contraignant? Malheureusement, oui. Si votre père fait défaut, ils viendront vous réclamer les $75 000. Le café est devenu amer dans mon estomac. Pouvons-nous le contester? Nous pouvons essayer, mais les accords de cautionnement sont difficiles à rompre. Cependant, Laurence a tapoté son stylo contre le bloc-notes. Si nous poursuivons déjà le recouvrement des reconnaissances de dette, nous pourrions utiliser cela comme levier. Le forcer à la faillite si nécessaire. Les actifs professionnels et personnels seraient liquidés, satisfaisant la banque et vos dettes simultanément. Vous seriez protégé de l'obligation de garante si le débiteur principal est en faillite. Perdrait-il tout? Très probablement. La maison a de la valeur nette. Le bateau est un actif. L'entreprise a de la valeur. Tout irait au créancier. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. 18 étages plus bas, les gens traversaient les carrefours, prenaient leur déjeuner, vivaient des vies non compliquées par la trahison familiale. Une péniche remontait le courant. Ma sœur, Victoria, ai-je dit, elle travaille pour l'entreprise de mon oncle Preston, directrice des opérations. Intéressant. Si l'entreprise de votre père fait faillite, Preston perd un client majeur. Si l'entreprise de Preston subit un coup, le poste de Victoria devient vulnérable. Laurence est resté silencieux un moment. Vous réfléchissez de manière systématique. Ils m'ont traité comme un cas de charité pendant des années. La honte de la famille. Je veux qu'ils comprennent exactement de quoi ils se moquaient hier soir. Il y a encore une chose. Laurence a sorti un autre document. Votre sœur Victoria a co-signé le bail commercial de votre père la même année. Si l'entreprise fait défaut, le propriétaire peut la poursuivre pour les loyers restants. C'est $40 000 de plus pour les 2 prochaines années. Les pièces du puzzle s'assemblaient,
un puzzle que je n'avais pas réalisé que j'étais en train de résoudre. Chaque faveur familiale, chaque signature donnée à la hâte, chaque enchevêtrement financier, tout se ramenait à moi. La source d'embarras qui, en silence, maintenait leur vie à flot pendant qu'ils me crachaient au visage. Rédiger les lettres de mise en demeure, ai-je dit. Toutes. Je veux que tout soit documenté et juridiquement impeccable. Cela prendra environ une semaine à préparer correctement. C'est parfait. J'ai quitté le bureau de Laurence avec un étrange sentiment de calme. Je devais récupérer Carter à l'école dans 1 heure, ce qui me laissait le temps de m'arrêter à l'épicerie et de faire semblant d'être normal un instant. Les lumières vives et les légumes brumisés du rayon des fruits et légumes semblaient absurdement paisibles. Je choisissais des pommes pendant que mon téléphone vibrait à plusieurs reprises. Papa, le virement n'est pas passé. Erreur système. Papa, appelle-moi. Papa, ce n'est pas drôle. J'ai des factures à payer. J'ai mis le téléphone en silencieux et j'ai acheté les ingrédients pour le dîner préféré de Carter, des tacos avec toutes les garnitures. Le laisser composer sa propre assiette, choisir ses propres garnitures, exercer une petite autonomie dans un monde où les adultes prenaient la plupart des décisions. Ce soir-là, alors que Carter coloriait à la table de la cuisine, mon téléphone a sonné. Le visage de ma mère est apparu à l'écran, souriant sur une photo d'une époque plus heureuse. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Elle a appelé 4 autres fois avant de laisser un message. Ma chérie, ton père dit qu'il y a eu une confusion avec le paiement. Nous avons vraiment besoin de cet argent pour demain. Le paiement de l'hypothèque est dû et nous comptons sur toi. Rappelle-moi. La douceur dans sa voix était nouvelle. Le désespoir déguisé en affection. Victoria a appelé ensuite, son message sec et agacé. Maman dit que tu fais des histoires pour l'argent de papa. Grandis un peu. Personne n'a rien voulu dire hier soir. Lily n'est qu'une adolescente qui fait son cinéma. Rappelle papa. Le SMS de mon oncle Preston est arrivé vers 20h. La famille aide la famille. Ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Je n'ai répondu à aucun d'eux. La lettre de mise en demeure de Laurence est arrivée chez mes parents par courrier recommandé 6 jours plus tard. Je le sais parce que mon père m'a appelé en hurlant à 10h du matin un jeudi. J'étais en réunion avec des clients au cabinet d'architecte où je travaillais depuis 12 ans, examinant les plans de rénovation d'un bâtiment historique du centre-ville. Mon téléphone a vibré sur la table de conférence, le nom de mon père clignotant à plusieurs reprises. Je me suis excusée et j'ai répondu dans le couloir. Tu nous poursuis en justice ? Sa voix m'a frappé comme un coup physique, même à travers le téléphone. Tes propres parents ? Les reconnaissances de dette sont des documents légaux, papa. Tu les as signés. C'était différent. C'était la famille qui aidait la famille. C'est drôle comme la famille fonctionne, ai-je dit. Tu m'aides, je t'aide. Tu me craches dessus. Eh bien, c'est ta nièce qui t'a craché dessus. Lily, pas moi. Tu as ri. Puis tu m'as envoyé une demande de paiement 3 heures plus tard. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je vérifie si l'appel avait été coupé. Ta mère fait une crise de panique, a-t-il dit enfin, la voix plus basse maintenant. La lettre dit que tu veux 205 000 $ immédiatement. C'est ce que vous me devez, plus les intérêts, en fait. Mais je suis généreuse. Nous n'avons pas 200 000 $. Vous avez une maison qui vaut 350 000 $, avec peut-être 100 000 $ restant sur l'hypothèque. Vous avez un bateau que vous avez acheté 40 000 $. Vous avez une entreprise qui génère des revenus. Liquidés. Tu veux nous mettre à la rue ? Je veux ce qui m'est légalement dû. Ce qui se passe après ne me concerne pas, j'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Le couloir m'a soudain semblé trop chaud, trop lumineux. Je me suis appuyée contre le mur, prenant de profondes respirations pendant que mon cœur battait à tout rompre. À travers la paroi vitrée de la salle de conférence, je pouvais voir mes collègues attendre, patients mais curieux. Victoria a appelé moins d'1 heure plus tard, la voix stridente et furieuse. Espèce de... Papa vient de me dire ce que tu fais.
T'a-t-il mentionné la partie où tu as co-signé son bail commercial? Parce que mon avocat a des questions à ce sujet. La pause fut satisfaisante. De quoi tu parles? Le bail que tu as garanti en 2021. 40 000 $ restants. Quand l'entreprise de papa coulera, devine qui le propriétaire appellera? Tu bluffes. Vérifie tes emails. Mon avocate a mis en copie sur la documentation. Elle a raccroché sans un mot de plus. L'appel de mon oncle Preston est arrivé ce soir-là, alors que j'aidais Carter avec ses devoirs. Des problèmes de mathématiques sur les fractions qui semblaient incroyablement simples comparés aux divisions qui fracturaient actuellement ma famille. J'ai répondu en haut-parleur, posant le téléphone sur le comptoir de la cuisine. Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir, exactement? La voix de Preston était mesurée, contrôlée. Tu vas détruire l'entreprise de ton père pour un caprice d'enfant. C'est comme ça qu'on appelle une agression maintenant? Des caprices d'enfant. Lily a 17 ans. Elle a été impolie. Tu es une adulte. Et les adultes gèrent les choses par des voies légales, ce que je suis en train de faire. Si l'entreprise de Raymond coule, ça affecte mon entreprise. C'est un client majeur. Ça ressemble à un problème que tu devrais discuter avec lui. Écoute-moi très attentivement, a dit Preston, sa voix baissant. Tu fais une erreur. La famille, c'est tout. Si tu brûles ces ponts, tu le regretteras. Je regrette déjà beaucoup de choses, surtout de ne pas avoir fait ça plus tôt. J'ai mis fin à l'appel et je suis retourné aux fractions. La semaine suivante a été une avalanche d'activités. L'avocat de mon père, un petit cabinet qui s'était occupé de la constitution de son entreprise il y a des années, a envoyé une lettre en réponse, affirmant que les reconnaissances de dette étaient des dons et non exécutoires. Laurence a répondu dans les 24 heures avec de la jurisprudence et des documents prouvant le contraire. Pendant ce temps, le travail est devenu mon sanctuaire. Le cabinet d'architectes venait de remporter un contrat majeur pour la rénovation du vieux théâtre Riverside, un bâtiment des années 1920 avec de superbes détails art déco tombés en désuétude. Je me suis jeté à corps perdu dans le projet, passant des nuits tardives à dessiner des plans qui préserveraient le caractère original tout en modernisant l'infrastructure. Ma collègue Jennifer a remarqué le changement dans mon énergie. Tu es différente ces derniers temps, a-t-elle dit un jeudi midi. Plus concentrée, plus. Je ne sais pas, présente. J'ai envisagé de tout lui raconter, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Comment expliquer à quelqu'un que voir sa famille se démener pour couvrir des dettes qu'il n'avait jamais eu l'intention de rembourser, c'était comme pouvoir enfin expirer après avoir retenu sa respiration pendant des années? Que chaque appel téléphonique paniqué que j'ignorais était une petite victoire. J'ai juste eu une prise de conscience, ai-je dit à la place. Elle a hoché la tête, acceptant la réponse vague. Nous avons fini nos sandwichs en discutant de l'arche du proscenium original du théâtre, pour savoir si nous pouvions restaurer les détails dorés ou s'ils étaient trop abîmés. Une conversation normale sur des choses normales. C'était comme un médicament. Ma mère a essayé une approche différente, se présentant à mon bureau un mardi après-midi. La réceptionniste m'a appelé pour me demander si je voulais la voir. J'ai failli dire non, mais la curiosité l'a emporté. Elle semblait plus petite, d'une certaine manière, assise dans le hall. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, tombaient mollement sur ses épaules. Pas de maquillage, un gilet que je reconnaissais d'il y a 5 ans. Elle s'était habillée sobrement, délibérément, cherchant la sympathie. On peut parler, a-t-elle demandé quand je me suis approchée. Nous sommes allés dans un café du coin, un de ces endroits de chaîne avec des fauteuils rembourrés et des machines à expresso bruyantes. Elle n'a rien commandé. J'ai pris un latte que je ne boirais pas, ton père a des douleurs à la poitrine, a-t-elle dit. Le stress le tue. Il devrait voir un médecin. On ne peut pas se permettre les médecins. Pas avec ça qui nous pend au nez. Vous avez une assurance via son entreprise. L'entreprise ne survivra pas à ce procès. Tu le sais. J'ai siroté le latte. Il était trop chaud. Il m'a brûlé la langue. Tu aurais dû y penser avant de rire pendant que ta petite fille m'agressait. C'est une enfant. Elle a 17 ans.
Assez grande pour savoir ce qu'elle fait. Assez grande pour faire face aux conséquences. En parlant de ça, où est-elle dans tout ça? S'est-elle excusée? Le visage de ma mère s'est crispé. Elle se sent très mal. Vraiment? L'a-t-elle dit? Envoyé un texto? Appelé? Silence. C'est bien ce que je pensais. S'il te plaît, a dit ma mère, tendant la main par-dessus la table. Je l'ai retirée. S'il te plaît, ne fais pas ça. On te remboursera. Pas tout d'un coup, mais avec le temps, on peut établir un plan de paiement. J'ai proposé des plans de paiement il y a 3 ans. Vous avez promis de rembourser quand l'entreprise se redresserait. L'entreprise s'est redressée il y a 18 mois. Vous avez acheté un bateau au lieu de me rembourser. On peut vendre le bateau. Super. Ça couvre 40 000 des 205 000 que vous me devez. Son visage s'est décomposé. De vraies larmes cette fois, pas le genre manipulateur que j'avais vu si souvent. Qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce qui arrêtera tout ça? Je me suis levée, ramassant mon sac à main. Rien n'arrêtera ça. Tu m'as appris que la famille, c'est tout. Tu te souviens? La famille aide la famille. Eh bien, c'est ma façon de vous aider à comprendre que les actes ont des conséquences. Je l'ai laissée assise là, son latte refroidissant, intact sur la table entre nous. Laurence a appelé 3 jours plus tard avec des nouvelles. L'avocat de mon père avait déposé une motion en irrecevabilité, affirmant que les reconnaissances de dette avaient été obtenues sous la contrainte. Une audience était prévue dans 6 semaines. En attendant, Laurence avait déposé des privilèges sur la maison de mes parents et les actifs de l'entreprise de mon père, empêchant tout transfert ou vente sans l'approbation du tribunal. Ils sont piégés, a dit Laurence. Ils ne peuvent pas liquider, pas emprunter sur leurs actifs existants, pas déplacer d'argent. L'entreprise est effectivement gelée. Et l'entreprise de Preston? Développement intéressant. Votre père n'a pas payé sa facture de matériaux depuis 2 mois. Preston menace de couper l'approvisionnement. Donc Preston se retourne déjà contre lui. L'instinct de survie. Il l'emporte sur la loyauté familiale. Apparemment. La situation de Victoria se détériorait plus vite que je ne l'avais prévu. Preston l'avait rétrogradée de directrice des opérations à assistante administrative, réduisant son salaire de 40%. Elle m'avait envoyé 17 messages textes au cours de la semaine passée, passant de la colère aux supplications, puis aux menaces. Le dernier disait, « Quand papa perdra tout, ce sera de ta faute. Quand maman aura une crise cardiaque à cause du stress, souviens-toi que c'est toi qui l'as causé. Quand Carter demandera pourquoi il n'a plus de grands-parents, dis-lui que sa mère les a détruits pour un crachat. » J'ai bloqué son numéro. L'audience préliminaire a eu lieu par un froid matin de novembre. Les marches du palais de justice étaient glissantes à cause du gel matinal, et mon souffle sortait en nuages pendant que je les montais. Laurence m'a retrouvée à l'intérieur, portant une mallette qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Ils vont essayer de te peindre comme une personne vindicative, m'a-t-il prévenu. Prépare-toi à ça. Mes parents sont arrivés avec leur avocat, un homme nerveux dans un costume qui avait connu des jours meilleurs. Il n'arrêtait pas d'ajuster sa cravate, de lisser des papiers qui n'en avaient pas besoin. Mon père ne voulait pas croiser mon regard. Ma mère me lançait des regards assassins. Victoria est venue aussi, assise dans la galerie avec Preston. Aucun d'eux n'avait de statut juridique dans cette affaire, mais ils voulaient regarder, voulaient intimider. La juge, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris acier et au regard perçant, a examiné rapidement les documents. Ces reconnaissances de dette semblent valides, a-t-elle dit. Maître Brighton, que demandez-vous aujourd'hui? Le remboursement immédiat de 205 000 $ plus les intérêts courus, votre honneur. Ou alternativement, l'autorisation de procéder à la liquidation des actifs. Votre honneur, l'avocat de mon père s'est levé, ces notes étaient des arrangements familiaux, pas des transactions commerciales. Mes clients demandent au tribunal de reconnaître la nature informelle de ces accords. Informelle? La juge a levé les yeux. Elles sont notariées, attestées par des témoins et stipulent explicitement des modalités de remboursement.
Qu'y a-t-il d'informel là-dedans? L'esprit des accords, votre honneur. C'était la famille qui aidait la famille. Et les familles peuvent conclure des contrats juridiquement contraignants. La juge s'est tournée vers moi. Mademoiselle Hartley, votre avocat indique que vous avez envoyé des paiements mensuels pendant 3 ans. Oui, votre honneur. 5 000 $ par mois, plus un prêt d'urgence forfaitaire. Et les termes stipulent un remboursement au moment du rétablissement de l'entreprise? Oui, votre honneur. Quand l'entreprise s'est-elle rétablie? L'avocat de mon père est intervenu. L'entreprise a toujours des difficultés, votre honneur. Le bateau a été acheté lors d'une embellie temporaire. Un bateau à 40 000 $ lors d'une embellie temporaire? Le sourcil de la juge s'est levé. C'est une sacrée embellie temporaire. L'audience a duré 40 minutes. La juge a rejeté la motion en irrecevabilité, a fixé un procès complet dans 3 mois et a maintenu les privilèges sur les actifs. En sortant, je pouvais sentir les yeux de ma famille me brûler le dos. Dans le couloir, Preston m'a intercepté. Tu vas regretter ça. C'est une menace? C'est une promesse. Tu crois que tu les punis? Tu te détruis toi-même. Personne ne veut faire affaire avec quelqu'un qui poursuit ses propres parents. Alors c'est une bonne chose que je ne sois pas en affaire avec toi. Je me suis éloignée pendant qu'il bafouillait encore. Les 2 mois suivants ont été surréalistes. J'allais au travail, je déposais Carter à l'école, je préparais le dîner, j'aidais aux devoirs, maintenant un vernis de normalité pendant que toute ma famille élargie implosait. Thanksgiving est arrivé et reparti sans aucune invitation. J'ai fait rôtir un poulet pour Carter et moi, nous avons regardé le football, faisant semblant de ne rien manquer. Mon père a fait une dernière tentative de réconciliation début décembre. Il s'est présenté chez moi un samedi matin, debout sur le porche sous une pluie glaciale, sans parapluie. Carter était chez un ami pour jouer, me laissant seul pour gérer cela. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé. Je me suis écartée. Il a laissé des gouttes sur le sol de mon entrée, retirant son manteau avec des mains tremblantes. Il avait l'air terrible, décharné, mal rasé, vieilli de 10 ans en 3 mois. Une partie de moi souffrait de le voir ainsi. Une plus grande partie se souvenait du crachat coulant sur mon visage pendant qu'il riait. « Je suis désolé, a-t-il dit, pour cette nuit-là, pour avoir ri. Pour tout. » D'accord. C'est tout ce que tu vas dire? Que veux-tu que je dise, papa? Que tu abandonneras les poursuites, que nous pourrons tourner la page. Je me suis assise sur mon canapé, le laissant debout. C'est Victoria qui t'a dit de venir ici? C'était mon idée. Parce que tu perds tout. Parce que ma fille me manque, sa voix s'est brisée. Parce que j'ai fait une erreur et que je veux la réparer. Tu as fait des dizaines d'erreurs. Des centaines, sur des années. Alors, punis-moi comme tu veux, mais ne prends pas la maison. Ne détruis pas l'entreprise. Ta mère n'a nulle part où aller. Elle a la chambre d'amis de Preston. Je suis sûre qu'il serait ravi d'aider. Lui qui est si attaché à la loyauté familiale. Preston nous a laissé tomber. Il a dit que nous étions impassifs. La famille aide la famille, n'est-ce pas? Il s'est effondré dans le fauteuil en face de moi, le visage dans les mains. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce qui arrêtera ça. Je veux l'argent que vous me devez. Nous ne l'avons pas, alors vendez les actifs. La maison, le bateau, le matériel de l'entreprise. Liquidez et payez vos dettes comme un adulte. La maison, c'est toute notre vie. Et les paiements des 3 dernières années, c'était tout mon compte d'épargne, mon fonds d'urgence, l'argent dont j'avais besoin quand le père de Carter est parti. L'argent que j'aurais pu utiliser pour une meilleure maison, une meilleure école, un coussin pour l'avenir. Au lieu de ça, je te l'ai donné parce que tu as dit que tu en avais besoin. Nous en avions besoin. Et maintenant, j'en ai besoin en retour. Il est parti 20 minutes plus tard, sans qu'aucune solution n'ait été trouvée. Je l'ai regardé s'éloigner dans son camion, le même Ford F-150 qu'il possédait depuis 15 ans, et je n'ai rien ressenti. Ni culpabilité, ni satisfaction, juste du vide. Noël approchait avec sa liesse pressante.
Les vitrines des magasins se remplissaient de décorations. Les radios diffusaient des chants de Noël en boucle. Mon bureau a organisé une fête à laquelle j'ai assisté pendant exactement 1 heure, bavardant avec des collègues qui me posaient des questions sur ma famille. J'ai dit que nous faisions simple cette année. En privé, juste Carter et moi. La semaine avant Noël, Carter est rentré de l'école avec une carte faite à la main. À l'intérieur, il avait dessiné une image de nous deux nous tenant la main sous un sapin de Noël, avec à nos côtés un chien jaune qui ne ressemblait à aucun chien que nous ayons jamais eu. J'ai demandé un chien au Père Noël, a-t-il annoncé. Madame Peterson a dit que si on est sage et qu'on travaille dur, de bonnes choses arrivent. La philosophie simple de son enseignante a touché quelque chose de profond en moi. Nous avions travaillé dur. Nous avions été sages. Pas parfaits, mais décents, honnêtes, présents l'un pour l'autre chaque jour. Peut-être que de bonnes choses arrivaient déjà. Peut-être qu'elles arrivaient depuis le moment où j'avais annulé ce virement bancaire. On verra ce que le Père Noël peut faire, lui ai-je dit, prenant mentalement note de rechercher des centres d'adoption. Ce soir-là, après que Carter se soit endormi, je me suis assise dans mon salon, les lumières éteintes, à l'exception du sapin préilluminé que nous avions décoré ensemble. Les ampoules colorées projetaient des ombres sur les murs. Dehors, la neige avait commencé à tomber, recouvrant le quartier de cette paix temporaire que seule la neige fraîche peut apporter. Mon téléphone reposait en silence sur la table basse. Pas d'appel, pas de texto, pas de supplications désespérées. Ils avaient enfin cessé d'essayer. Le silence avait le goût de la victoire. Laurence a appelé le 20 décembre avec des nouvelles. Ils ont proposé un règlement à l'amiable. 125 000 $, payés sur 5 ans. C'est 60% de ce qu'ils doivent. C'est ce à quoi ils peuvent accéder sans vendre la maison. L'argent vient de la vente du bateau et des actifs de l'entreprise. Apparemment, Preston leur prête 50 000 $. Preston est impliqué maintenant ? Il semble qu'il essaie d'éviter un effondrement total. Mauvais pour son entreprise si votre père fait faillite. J'y ai réfléchi. 125 000 $ reconstitueraient considérablement mon épargne. Pas tout ce que j'avais perdu, mais une somme substantielle. L'alternative était de les forcer à la faillite, un processus long qui pourrait se terminer avec moins d'argent pour moi après les frais de justice. Contre-offre, ai-je dit. 175 000 $. 100 000 $ immédiatement, provenant de la liquidation du bateau et des actifs de l'entreprise. Les 75 000 $ restant payés sur 3 ans avec 8% d'intérêt, garantis par la maison. C'est agressif. C'est à prendre ou à laisser. On se verra au tribunal. Laurence a présenté la contre-offre. 3 jours plus tard, ils ont accepté. L'accord de règlement est arrivé par email le 23 décembre. Des pages de jargon juridique stipulant les échéanciers de paiement, les conséquences d'un défaut de paiement et les garanties d'actifs. J'ai signé électroniquement pendant que Carter décorait notre sapin de Noël, accrochant des ornements qu'il avait fait en classe. « Maman, je peux mettre l'étoile en haut ?» a-t-il demandé. « Bien sûr, mon bébé. Fais attention sur l'escabeau. » Il est monté, s'étirant pour placer l'étoile dorée sur la plus haute branche. Elle était légèrement de travers, parfaite dans son imperfection. Nous avions survécu. Nous avions fait plus que survivre. Mon père a viré le premier paiement le 2 janvier. 100 000 $ sont apparus sur mon compte, plus d'argent que je n'en avais vu en un seul endroit depuis des années. J'ai remboursé mes cartes de crédit, créé un fonds d'études pour Carter et déposé le reste sur un compte d'épargne à haut rendement. Le paiement mensuel a commencé en février, 2 300 $, arrivant comme une horloge le premier de chaque mois. J'ai mis en place des virements automatiques vers le fonds d'études de Carter, le regardant grandir avec une satisfaction tranquille. Ma famille a complètement cessé de me contacter. Pas d'appel, pas de texto, pas de mail. Je les ai supprimés des réseaux sociaux, bloqué leur numéro sauf celui de mon père, dont j'avais besoin pour le règlement. Ces paiements arrivaient sans communication, juste des virements bancaires à travers l'espace numérique. La vie a repris un nouveau rythme. Carter s'épanouissait sans les dîners toxiques, sans regarder des adultes humilier sa mère.
Nous avons trouvé une nouvelle communauté grâce à son école, nous liant d'amitié avec d'autres parents qui nous invitaient à des fêtes d'anniversaire et à des matchs de football. Des gens qui nous traitaient avec une décence humaine de base. Ma carrière a prospéré sans le fardeau financier et émotionnel mensuel. J'ai pris en charge de plus grands projets, travaillé de plus longues heures lorsque Carter était avec son père un week-end sur 2, et j'ai obtenu une promotion au poste d'architecte senior. L'entreprise de Preston a connu des difficultés au printemps. Il s'est avéré que la perte d'un client majeur avait des répercussions. Il a licencié 15% de son personnel, y compris Victoria, qui a déménagé dans une autre ville pour un nouvel emploi. J'ai appris cela par un ancien collègue qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Le téléphone arabe familial fonctionnait toujours même si je n'étais plus activement dessus. Ma mère a tenté de me recontacter une fois en avril, en envoyant une carte pour le 8e anniversaire de Carter. À l'intérieur, il y avait $50 et un mot, « Vous nous manquez tous les deux. » Affectueusement, mamie. Carter a demandé de qui cela venait. Je le lui ai dit et je lui ai demandé s'il voulait le garder. Je ne me souviens plus vraiment d'elle, a-t-il dit. Nous avons fait don des $50 au refuge pour animaux local. Juillet a marqué le milieu de l'accord de règlement. Les paiements de mon père avaient été constants, jamais en retard, ne nécessitant jamais de suivi. Laurence me contactait tous les trimestres pour confirmer que tout se déroulait correctement. C'était très professionnel, stérile, exactement ce qu'une transaction financière devrait être. J'ai croisé ma mère à l'épicerie en septembre. Elle était au rayon des fruits et légumes, pressant des avocats avec l'intensité de quelqu'un qui n'avait rien d'autre sur quoi se concentrer. Elle m'a vu avant que je puisse me détourner, son visage marquant le choc, puis la douleur, puis quelque chose de plus dur. « Tu as l'air en forme », a-t-elle dit. « Merci. Carter doit devenir grand. » « Oui. » Elle a reposé l'avocat, se tournant complètement vers moi. « Est-ce que ça en valait la peine, de détruire ta famille pour de l'argent ? » Je n'ai rien détruit. J'ai recouvré une dette. Tu nous as forcés à tout vendre. Le bateau, le matériel de l'entreprise. Ton père a dû fermer 2 sites. Il a toujours la maison. Il a toujours une entreprise. C'est plus que beaucoup de gens. Nous ne te pardonnerons jamais pour ça. Je ne demande pas le pardon. Je me suis éloignée, la laissant au milieu des légumes. Mon chariot contenait les ingrédients pour le dîner demandé par Carter, des spaghettis à la carbonara, qu'il avait récemment décidé être son plat préféré. Nous allions essayer de les faire maison ensemble. Probablement faire un désordre. Certainement nous amuser. Le dernier paiement a été traité en février, 3 ans après ce dîner chez Morette. Le règlement était complet. J'avais récupéré 175 000 des $205 000 dus, plus les intérêts. Mieux que ce qu'une faillite aurait rapporté, mieux que rien, assez pour reconstruire. Laurence a envoyé une lettre de clôture formelle confirmant que toutes les conditions avaient été remplies. Les privilèges ont été levés. La relation juridique était terminée. Nous étions désormais des étrangers, liés uniquement par la biologie et des documents signés. Carter posait parfois des questions sur ses grands-parents, surtout quand ses amis mentionnaient les leurs. Je lui ai dit la vérité en termes adaptés à son âge. Parfois, les familles s'éloignent. Parfois, les gens se blessent. Parfois, la chose la plus gentille est la distance. « Est-ce qu'il te manque ?» a-t-il demandé un soir au coucher. L'idée que je me faisais de me manque, ai-je admis. La famille que je pensais avoir. Mais regretter une illusion ne signifie pas que je veux retrouver la réalité. Il a semblé accepter cela, se retournant pour dormir. J'ai repensé à cette nuit chez Morette. Le crachat, les rires, la cruauté désinvolte servie avec du tiramisu et du vin. Comment j'étais sortie en silence, prenant la main de mon fils, refusant de participer au drame qu'ils attendaient. La vengeance que les gens imaginent dans des histoires comme celle-ci implique généralement des confrontations dramatiques, des répliques verbales écrasantes, une humiliation publique. La réalité était plus discrète. La réalité, c'était des feuilles de calcul et des documents juridiques, des accords de règlement et des virements bancaires. La réalité,
c'était de reconstruire une vie sans le poids de personnes qui ne m'avaient jamais valorisé de toute façon. Parfois, Carter et moi passions en voiture devant le quartier de mes parents, cette rue bordée d'arbres où j'avais grandi. Leur maison semblait la mienne de l'extérieur. Même volet bleu, même rosier que ma mère avait planté il y a des décennies. Je me demandais s'ils étaient assis à l'intérieur, regardant la télévision, dînant, prétendant que leur fille n'avait jamais existé. Peut-être. Peut-être que c'était plus facile que de reconnaître ce qu'ils avaient perdu. Je les avais perdus aussi, d'une certaine manière. Perdu le fantasme de l'amour familial inconditionnel, l'illusion que les liens du sang signifiaient quelque chose de sacré et d'incassable. Mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux. Le respect de moi-même. La certitude que je pouvais me défendre, moi et mon fils, que je pouvais imposer des limites, exiger une dignité humaine de base, refuser d'accepter la cruauté comme prix d'appartenance. La cicatrice de cette nuit est restée, psychologique, sinon physique. Mais les cicatrices prouvent que vous avez guéri, prouvent que vous avez survécu à quelque chose qui aurait pu vous détruire. Carter et moi avons construit une nouvelle vie, morceau par morceau. De meilleurs amis, des relations plus saines, des rires authentiques autour de tables où personne n'avait à mériter sa place. Nous avons adopté un chien cet été-là, un rescapé nommé Biscuit, qui suivait Carter partout. Nous avons fait du camping, visité des musées, créé des souvenirs non souillés par la toxicité. Ma carrière a continué de grimper. Le cabinet d'architecte m'a nommé associé 18 mois après la finalisation du règlement. Mon nom a été ajouté sur l'annuaire de l'immeuble. Une validation professionnelle pour laquelle j'avais travaillé une décennie. Et chaque mois, lorsque je vérifiais le fonds d'études de Carter, le regardant grandir avec les contributions de mon salaire et les paiements du règlement, je ressentais quelque chose qui approchait de la paix. Pas le pardon, je ne pardonnerai jamais cette nuit-là, mais l'acceptation. L'acceptation que certaines relations étaient destinées à se terminer. Que partir était parfois le choix le plus courageux. L'histoire ne s'est pas terminée par un coup d'éclat, mais par le silence, par des feuilles de calcul montrant des dettes payées, des documents juridiques prouvant la clôture. Une vie reconstruite sur les décombres d'un dysfonctionnement familial. Avec un garçon qui savait que sa mère le protégerait, qui n'a jamais eu à la voir accepter l'humiliation pour maintenir la paix. C'était ça, la vraie vengeance. Pas le procès, pas l'argent, pas le règlement de compte forcé. La vraie vengeance, c'était de s'épanouir, de construire quelque chose de mieux sur les cendres de ce qu'ils avaient essayé de détruire. C'était de bien vivre, ce qui est vraiment la meilleure des vengeances.